Monsieur le ministre, nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre de nos travaux sur les projets de loi organique et ordinaire pour la refondation de Mayotte, qui sont des textes qui, vous le savez, sont attendus de longue date par nos concitoyens mahorais et rendus encore plus indispensables compte tenu des dégâts occasionnés par le cyclone Chido. Ces deux textes mobilisent 4 commissions. Outre notre commission des lois qui a nommé Agnès Canayer et Olivier Bitz comme rapporteurs, se sont saisis pour avis la commission des affaires économiques, dont Micheline Jacques est rapporteur pour avis, la commission des affaires sociales avec Christine Bonfanti-Dossat comme rapporteur pour avis, et la commission des finances avec nos collègues Georges Patient et Stéphane Foissin comme rapporteurs pour avis. Je vous rappelle que cette audition est captée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Nos commissions se réuniront demain matin pour examiner les amendements sur ce texte et l'adopter. Et il nous est apparu indispensable que vous puissiez nous éclairer dans le cadre de cette audition sur l'ambition de ces deux textes. Avant de vous laisser la parole pour une intervention liminaire de 10-15 minutes, puis de laisser au rapporteur le soin de vous interroger, puis à nos autres collègues, s'ils le souhaitent bien sûr, de vous faire part de leurs autres questions, je voulais pour ma part formuler au préalable quelques interrogations. Tout d'abord, nous avons été saisis par certains de nos collègues mahorais sur la question du bilan humain du passage du cyclone Chido. En application de l'article 35 de la loi du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, le gouvernement a remis le 27 mars dernier un rapport sur le sujet qui dénombre 40 décès et une quarantaine de disparitions s'apparentant à des décès supplémentaires. Ces chiffres, qui sont très en deçà des premières estimations faites alors par le préfet, vous paraissent-ils robustes? Comment le gouvernement compte-t-il améliorer les dispositifs de prévention et d'alerte? Voilà ma première question, monsieur le ministre. Ensuite, les services de l'État à Mayotte rencontrent les plus grandes difficultés pour faire face à l'afflux des demandes de titres de séjour et pour exécuter les décisions d'éloignement. L'accès au bureau des étrangers de la préfecture est en outre régulièrement bloqué par un collectif d'habitants qui réclament notamment la fin du visa territorialisé. Quels moyens l'État prévoit-il de mobiliser en vue de la reprise en main de la situation migratoire à Mayotte? Enfin, on estime entre 5 000 et 10 000 le nombre des mineurs isolés à Mayotte, souvent livrés à eux-mêmes et dont le poids dans la délinquance est très élevé. Les services de l'aide sociale à l'enfance à Mayotte sont évidemment saturés par le nombre exceptionnellement élevé de ces mineurs non accompagnés. Or, le projet de loi de refondation ne comporte aucune indication à ce sujet. Que compte-t-on faire de ces mineurs, dont beaucoup ont de la famille aux Comores, donc à 70 km de là? N'aurait-il pas été opportun, comme le fait la grande majorité des États membres de l'Union européenne, et le permet la directive Retour, de prévoir dans le projet de loi un mécanisme de remise de ces mineurs non accompagnés aux autorités comoriennes? À défaut, cela ne pourrait-il pas faire l'objet d'une convention bilatérale avec les Comores? Voilà, monsieur le ministre. Comme je l'indiquais, je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, si vous voulez bien ensuite répondre aux questions que je viens de poser, puis je passerai la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente de la Commission, Madame Muriel Jorda, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre Agnès Canayer, Monsieur Olivier Bitz, Madame le Président Micheline Jacques qui va nous rejoindre, Madame Christine Bonfanti-Dossat, Messieurs Georges Patient et Stéphane Foissin qui nous rejoindront peut-être et nous aurons l'occasion de travailler aussi bien sûr avec eux. Mesdames et Messieurs les sénateurs, il y a moins de 4 mois, j'étais entendu par la commission des affaires économiques de cette Assemblée sur le projet de loi d'urgence pour Mayotte et puis évidemment ensuite par votre Assemblée. J'avais alors eu l'occasion de dire que la situation sur l'archipel s'était imposée dès ma nomination comme une urgence immédiate, la priorité sans doute de mon action. Elle est restée et elle l'est encore, même si les défis demeurent immenses. Et je le dis vraiment très sincèrement, sans détour, sous l'autorité du Premier ministre, nous n'avons pas laissé tomber Mayotte. Nous n'avons pas laissé tomber Mayotte, car je me suis rendu sur place à 4 reprises en 4 mois, dont la dernière fois aux côtés du Président de la République. Nous n'avons pas laissé tomber Mayotte, car le Parlement a adopté à l'unanimité une loi d'urgence, j'y faisais allusion, promulguée le 24 février dernier. Et nous n'avons pas laissé tomber Mayotte, car je réunis et j'échange très régulièrement avec l'ensemble des élus du territoire. Vos collègues sénateurs, Salama Ramia et Saïd Omar Wouli, peuvent, je crois, en témoigner. Et nous n'avons pas laissé tomber Mayotte, car la mission dédiée, rattachée à mon cabinet et dirigée par le général Pascal Facon, est quotidiennement à la tâche
au ministère des Outre-mer ou sur place à Mayotte pour accélérer la reconstruction de l'île et penser sa refondation. Cette mission travaille actuellement à une stratégie quinquennale qui me sera présentée la semaine prochaine. Nous aurons sans doute l'occasion de l'aborder pendant les débats au Sénat. J'ai aussi missionné le général Facon pour qu'il mène aux côtés du préfet Bieuville les concertations sur la convergence sociale. Ce travail a commencé et j'ajoute qu'il peut compter sur l'engagement et la vigilance exigeante de la sénatrice Salama Ramia, placée en mission à mes côtés et que je remercie. J'ai, depuis mon arrivée en fonction, identifié 3 phases de réponse à la crise. Premièrement, la gestion des urgences vitales. Deuxièmement, la reconstruction. Troisièmement, la refondation. L'engagement sans faille, parce que je veux le souligner tout de même au-delà des critiques, des services de l'État et des élus, qui se poursuit sans relâche et avec un rythme très soutenu, a permis de stabiliser la première phase de réponse à la crise, celle des urgences vitales. Et je vous confirme le nombre de décès constatés, très loin évidemment des chiffres, se chiffraient à plusieurs milliers, voire à plusieurs dizaines de milliers des premières heures. Est-ce qu'il peut y avoir, au-delà des chiffres constatés, une augmentation de ce nombre? Il n'y a pas de disparus, au sens classique du terme, il n'y a pas eu de rejet par la mer de personnes, il n'y a pas eu de charniers, entre guillemets, de tombes découvertes, sinon quelques-unes. Si c'était le cas, nous l'aurions assumé, bien sûr, et malheureusement, mais ce n'est pas le cas. C'est très loin des rumeurs et des fantasmes sur ce dossier. Un territoire, d'ailleurs, vous parliez de la prévention, c'est ce qu'il faut imaginer pour l'avenir. L'île de la Réunion, qui est touchée plus régulièrement par des cyclones, même s'il les subit, et Garance, il y a quelques semaines, a été particulièrement difficile pour nos compatriotes réunionnais, mais a une culture de la prévention. Ce n'est pas le cas de Mayotte, donc mais qui a été détruite, donc il faut être capable de le préparer. J'évoquais les urgences vitales. Nous avons rétabli dans les premiers jours, dans les premières semaines, des capacités en eau, en électricité et en télécommunications. Je m'arrête, parce que nous avons eu souvent ces débats ici, plus spécifiquement un instant sur l'eau, l'élément fondamental. Le taux de remplissage des 2 retenues collinaires s'est amélioré à la fin de la saison des pluies. 2 millions de bouteilles d'eau ont été livrées. L'eau qui sera acheminée par voie maritime au cours de ce mois de mai, à hauteur de 2 millions de litres, fera l'objet d'une distribution organisée par les services de la préfecture en lien avec les CCAS, les associations et les mosquées. Vous savez le rôle que joue l'islam dans ce territoire. Notre capacité de production habituelle a été récupérée à hauteur de 38 000 mètres cubes par jour. Et j'évoque cela parce que c'est sans aucun doute pour l'avenir, pour les mois qui viennent, avec la saison sèche, incontestablement, peut-être le sujet qui me préoccupe le plus. Et nous ne pouvons pas nous en satisfaire de cette situation, puisqu'il s'agit de notre capacité pré-Chido, anté-Chido, avec donc la persistance d'un écart entre l'offre et la demande de la population. C'est pourquoi, avant même le projet de loi qui porte cette ambition de refondation, nous commençons à voir plus loin. Plus de 900 fuites d'eau ont été réparées par le génie militaire. Mais il va nous falloir définir un mode opératoire pour résorber les fuites après compteur dans les foyers. La première pierre de la future station d'épuration de Mamoudzou Sud a été posée le 7 mai. Et l'arrêté d'autorisation des travaux pour la partie terrestre du chantier de construction de l'usine de dessalement d'Ironibé a été signé par le préfet il y a quelques jours. Nous engageons aussi une réflexion sur des dispositifs innovants et nous lancerons bientôt un appel à projet afin de permettre des solutions nouvelles comme l'eau atmosphérique. C'est-à-dire qu'avant d'avoir tous les dispositifs en termes d'usine ou de retenue, il nous faut, pendant toute cette période qui va durer 2 ans, je pense, avoir tous ces dispositifs qui nous permettent de ne pas revivre la crise de l'eau de 2023. Donc il faut être extrêmement vigilant. L'objectif de résorption complète des dépôts de déchets post-Chido d'ici août 2025 était une autre de mes préoccupations et cet objectif sera tenu. Grâce au second casier de l'installation de stockage de déchets non dangereux, inauguré début avril, nous évacuons plus de 800 tonnes de déchets par jour. Et je veux d'ailleurs saluer sur ce sujet l'action des collectivités territoriales et du syndicat intercommunal pour la gestion et le traitement des déchets de Mayotte, le CIDEVAM, qui va bénéficier, je le dis notamment à la sénatrice du territoire, des crédits d'amorçage d'ici
la fin de la semaine pour faire face à des problèmes de trésorerie. En matière de santé, plus de 1000 professionnels ont été projetés sur place. L'hôpital est à plus de 80% de son activité. Nous l'avons visité encore avec le chef de l'État il y a quelques semaines, et connaîtra d'importants travaux de réparation et de sécurisation qui s'ajouteront à ceux prévus avant Chido pour une fin courant 2026. 7 dispensaires sur 8 sont ouverts, celui de Sada, très endommagé par le cyclone, étant en travaux. Tous les centres médicaux de référence sont également ouverts. Évidemment, la question est de savoir à chaque fois d'avoir les médecins, les aides-soignants, les infirmières capables de recevoir le public. Les rentrées scolaires de mars et de ce lundi ont eu lieu, ce qui n'était pas évident. Dans le premier degré, 95% des élèves sont rescolarisés dans les mêmes conditions, insatisfaisantes, très insatisfaisantes d'avant Chido. Tous les établissements du second degré sont ouverts avec des rotations dans 2 lycées, le temps des travaux qui seront achevés à l'automne. Plusieurs parlementaires m'avaient légitimement alerté sur la question des fournitures et des mobiliers scolaires. 3 navires ont été affrétés sur ce sujet, 2 sont déjà arrivés, un le 21 avril et l'autre hier le 12 mai. Le dernier arrivera le 26 mai. Tout comme sur l'eau, nous sommes revenus à l'avant Chido. La phase de gestion de crise est donc terminée. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. Les rotations scolaires sont inacceptables en République. Le rapport annexé au projet de loi fixe donc l'objectif d'en finir à l'horizon 2031. Chacun a bien conscience de la tâche. Moins de 5 mois après le cyclone Chido, il est donc possible d'affirmer que l'impression générale renvoyée par le territoire est celle d'une stabilisation, voire sur certains plans d'une amélioration de la situation, même si parfois élus, médias, dans une concurrence tout à fait sympathique, ne manquent pas de marquer ce qui ne va pas, et ma foi c'est normal dans une démocratie. C'est d'ailleurs visible physiquement pour ceux qui se sont rendus récemment sur l'archipel. La végétation se régénère rapidement, ce qui d'ailleurs ouvre des débats sur la manière dont on le maîtrise. Les axes routiers avaient été rétablis rapidement, les commerces sont ouverts progressivement, et la chaîne portuaire et logistique fonctionnent de nouveau. Mais tout n'est pas parfait, loin de là, même dans les domaines que je viens d'évoquer. Les enjeux de l'eau, de la gestion des déchets, de l'école et des déplacements entre petite terre et grande terre restent criants, on doit cette vérité. Mais la première phase de réponse, celle de gestion des urgences vitales, est clairement terminée. Tous ceux qui ont participé peuvent, voire doivent le dire, services de l'État, élus, parlementaires. La mise en place de la mission dirigée par le général Facon, je l'ai déjà souligné, puis la promulgation de la loi d'urgence pour Mayotte le 24 février dernier ont ensuite permis de déployer les premiers outils et les premières actions concrètes de la deuxième phase de réponse à la crise, c'est-à-dire la reconstruction. Ainsi, un bataillon de reconstruction composé de 326 militaires est mobilisé au quotidien pour réparer et rebâtir les bâtiments publics. J'entends parfois, y compris sur place, critiquer l'État, mais il se trouve que l'armée, c'est l'État. Il participe activement au déblaiement des routes et des cours d'eau, à la sécurisation des bâtiments et au soutien logistique. Il a notamment œuvré pour les écoles ou les équipements sportifs. Des chantiers de reconstruction d'immeubles d'habitation sortent déjà de terre. Certains étaient prévus, évidemment, avant, en mobilisant, comme la loi d'urgence pour Mayotte l'a prévu, des entreprises mahoraises, même si on peut continuer là-dessus aussi à progresser. Enfin, le soutien financier est au rendez-vous avec notamment le fonds d'amorçage de 100 millions d'euros pour les collectivités locales. Je pense aussi au déploiement du fonds de secours outre-mer et notamment aux 15 millions d'euros à destination de la filière agricole, dispositif qui fonctionne bien d'ailleurs depuis le début. Je pense à toutes les mesures que vous avez votées dans le cadre de la loi d'urgence et notamment l'activité partielle avec 1311 demandes d'indemnisation qui ont été validées pour 996 138 heures à hauteur de 9,1 millions d'euros. Je pense enfin aux prêts à taux zéro, désormais lancés dans l'ensemble des établissements bancaires habilités pour aider les particuliers à reconstruire leur toit. Quand nous étions avec le Président de la République, avec la sénatrice, nous nous sommes inquiétés de l'attitude des banques. Aujourd'hui, la dynamique est lancée. Toutes les banques reçoivent leurs clients et instruisent les dossiers, à l'exception de la Banque postale, qui est encore dans une phase de déploiement des outils et de formation des équipes, mais qui sera opérationnelle, je l'espère, à la mi-mai. Un suivi du déploiement du PTZ avec les banques de Mayotte est réalisé par la préfecture, en lien avec la Direction générale du Trésor et la DHUP. Par ailleurs, Raphaël Fitto, vice-président de la Commission européenne, qui s'est rendu sur place, m'a confirmé que la France recevrait bientôt une avance de 23,7 millions d'euros au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour financer des opérations d'urgence et de remise en état.
Avec la présentation de ces deux projets de loi, nous entamons aujourd'hui donc la troisième phase de réponse à Chido, celle de la refondation. Je n'oublie pas les urgences vitales, j'évoquais l'eau, et je n'oublie pas encore tout le travail qui reste à faire. Mais très vite, nous avançons. Car si le cyclone a ravagé Mayotte, il a surtout révélé et exacerbé des calamités, des problèmes, des défis qui existaient déjà. Un sous-développement des infrastructures économiques et des services publics, entretenu par les deux problèmes, par les deux fléaux, appelez-les comme vous voulez, mais qui rongent l'île littéralement depuis des années. L'habitat illégal et l'immigration clandestine. Je l'ai dit dès le départ, il est hors de question de se contenter d'un travail de reconstruction qui ferait revenir au mieux à la situation très insatisfaisante de l'avant Chido, et nous n'aurions pas la promesse républicaine qui est attendue, notamment avec la départementalisation. C'est pourquoi, dès le 30 décembre 2024, le Premier ministre s'est engagé au moment de la présentation du plan Mayotte debout à ce qu'un projet de loi plus structurel soit élaboré pour redéfinir l'avenir de l'archipel. Le gouvernement tient parole avec ce projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, et pour ça je suis heureux de revenir au Sénat pour ce deuxième projet de loi. Je ne sais pas combien de temps tout cela va durer, mais au moins j'aurai présenté deux projets de loi, ce qui est une performance dans les temps qui courent. Avant de revenir sur ces principales mesures, je veux dire un mot de la méthode qui a été la mienne, la nôtre. Ce projet a été élaboré, comme demandé par François Bayrou, en totale concertation avec les élus et la société civile. Je me suis rendu, je l'ai dit, à 4 reprises à Mayotte, à la fin du mois de décembre, à la fin du mois de janvier et 2 fois au mois d'avril. J'ai reçu les parlementaires mahorais à plusieurs reprises à Paris. J'ai écrit à tous les élus, au président du Conseil économique et social et environnemental de Mayotte et au président des chambres consulaires dès la fin du mois de février pour recueillir leurs propositions. J'ai enfin réuni tous les élus du territoire en visioconférence les 20 et 26 mars dernier. Le président de la République, j'étais à ses côtés, a aussi, il y a quelques semaines, dans la salle du Conseil départemental, eu cette discussion avec eux. Nous avançons ensemble, même quand il y a, évidemment, et c'est normal, des désaccords. Ces échanges ont permis d'enrichir ou de modifier le texte, y compris par rapport à sa version initialement transmise au Conseil d'État. C'est notamment le cas pour l'article facilitant la prise de possession anticipée des terrains pour accélérer la réalisation des infrastructures essentielles dont le champ a été largement restreint à la demande des élus. Enfin, pour vous faire sourire, c'est dans l'avion présidentiel entre Mayotte et La Réunion que nous avons adopté le projet de loi que je vous présente. Ce projet de loi comprend donc 34 articles répartis en 6 titres. Le titre 1 comporte un article unique approuvant un rapport annexé au projet de loi. Il présente pour l'ensemble des politiques publiques les priorités de l'État pour garantir la reconstruction et la refondation des territoires. Il comprend notamment les engagements du gouvernement qui ne nécessitent pas directement de mesures législatives ou concernant les infrastructures à réaliser de manière prioritaire. Le rapport comporte également des éléments de programmation financière à hauteur de 3,2 milliards d'euros sur 7 ans. Au regard des travaux de la mission inter-inspection chargée d'évaluer les dégâts, mais aussi des échanges avec les élus, il faudra sans doute, est-ce que c'est le bon terme, affiner et compléter cette partie de programmation financière au cours du débat parlementaire, pour que les chiffres correspondent davantage à la réalité de la reconstruction sur les années qui viennent. Il ne nous a pas échappé que nous avons un petit débat sur la question des finances publiques et des engagements de l'État pour les années qui viennent, mais il est évident qu'il faudra lier dégâts et éléments de reconstruction. Je pense que le gouvernement sera en capacité de le proposer au moment de la séance publique, Madame la Présidente, la semaine prochaine. Puisque nous en sommes à parler des infrastructures, je veux évoquer le dossier de l'aéroport. Lors de son voyage du 21 avril dernier, lors de son déplacement officiel, le président de la République a écarté l'option de Petite Terre, je l'avais déjà dit quelque chose avant, et a indiqué que la piste longue devrait être réalisée en Grande Terre, hypothèse technique privilégiée par la Direction générale de l'aviation civile. Un plan d'attractivité, évidemment, sera nécessaire pour valoriser les nombreux atouts de Petite Terre. Le gouvernement proposera des amendements au stade de la séance publique pour tirer les conséquences de ce choix qui recueille l'assentiment, je crois, d'une large majorité des élus. J'indique que j'ai demandé que soit immédiatement prévue une date pour la prochaine réunion d'un comité de pilotage qui aura lieu, je vous l'annonce, le 28 mai prochain. J'ai aussi demandé que soient transmis à l'ensemble des élus mahorais les études de la Direction générale de l'aviation civile, sont très complètes, c'est désormais chose faite, et vos rapporteurs en ont été également destinataires. J'ajoute également qu'à ma demande,
le résultat de la mission inter-inspection chargée d'évaluer les dégâts a été transmis aux mêmes personnes. Je vais vite. Le titre 2 regroupe des mesures de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, les deux fléaux que j'évoquais. En ce qui concerne le volet migratoire, le texte durcit les conditions d'accès au séjour pour l'immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte à l'article 2. Il améliore le dispositif de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité aux articles 3 et 5. Il étend l'aide au retour volontaire à Mayotte à l'article 6. Il prévoit la possibilité de placer un étranger accompagné d'un mineur dans une unité pour la rétention des familles à l'article 7. Le retrait des titres des parents lorsque leurs enfants constituent une menace pour l'ordre public à l'article 8, ou conditionne les flux financiers depuis le département à la vérification préalable de la régularité de séjour du client par les intermédiaires chargés d'opérer les transferts à l'article 9. Je sais que les rapporteurs Canayer et Bitz proposeront des améliorations à votre commission et nous les regarderons bien sûr non seulement avec bienveillance mais avec intérêt. Oui, c'est ça. J'ajoute peut-être pour répondre à vos questions que concernant le blocage du bureau des étrangers, évidemment ce mode d'action est très contre-productif. Les mouvements à l'origine de ce blocage dénoncent l'immigration clandestine à Mayotte, mais comment traiter les OQTF si les fonctionnaires ne peuvent accéder à leur bureau? Ce blocage est inégalement néfaste pour l'économie locale. Comment traiter les dossiers des travailleurs étrangers en situation régulière, qui sont nécessaires pour Mayotte, qui œuvrent au sein du tissu économique? Je condamne ce mouvement et le préfet est très mobilisé pour essayer de lever ces blocages. J'ajoute que les services du ministère de l'Intérieur ont été saisis pour renforcer les effectifs de la préfecture pour la gestion des étrangers. Pour ce qui concerne les mineurs, oui, et les Comores, les discussions doivent se tenir pour gérer ce sujet qui est très sensible, celui des mineurs comoriens. Encore faut-il démontrer que ces mineurs disposent encore d'une famille aux Comores. Il n'y a certes pas de mesures spécifiques, je vous l'accorde, dans le projet de loi. Cependant, la création d'une unité familiale prévue dans la loi pour prendre le relais des CRA après 2027, je vous l'ai dit, pour maintenir les mineurs avant le retour aux Comores, peut être une première réponse à cette préoccupation sur le titre territorialisé. J'imagine que nous y reviendrons. Avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, nous avons été, dans notre réponse, c'est vrai, extrêmement fermes sur le fait que nous maintenions ce titre qui rencontre, il est vrai, l'opposition de l'immense majorité des élus et des collectifs. Mais nous aurons l'occasion de l'évoquer. Je rappelle que nous avons aussi avancé sur ce sujet de l'immigration ou de la situation des étrangers, sans attendre ce projet de loi, vous le savez parfaitement, puisque vous avez voté une PPL, une proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte, qui exige désormais qu'au moment de la naissance, les deux parents de l'enfant résident en France de manière régulière depuis au moins un an. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré conforme. L'article 10 permet quant à lui de mieux lutter contre les bidonvilles en facilitant les opérations de résorption de l'habitat informel. Je sais que Micheline Jacques, rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, proposera un amendement pour améliorer la constitutionnalité du dispositif sans lui faire perdre sa dimension opérationnelle. Le gouvernement y sera favorable. Sur la lutte contre l'immigration irrégulière et l'habitat illégal, je veux ajouter peut-être 3 points fondamentaux. D'abord, ce combat est aussi une question d'effectifs et de moyens pour nos forces de sécurité intérieure. Nous montons déjà en puissance et allons continuer à le faire. J'ai fait le choix que les parlementaires puissent aussi être informés et associés à des décisions. C'est pourquoi cet aspect trouve une place dans le rapport annexé au projet de loi. Ensuite, la lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte est aussi conditionnée à un rapport plus ferme aux Comores. Là encore, j'ai voulu associer les parlementaires à cette dimension diplomatique en l'évoquant toujours dans le rapport annexé. Enfin, le resserrement de notre arsenal juridique, qui sera très utile, ne doit pas laisser croire que nous n'agirions pas déjà. Par exemple, début avril, nous avons détruit 73 constructions illégales localisées à Doumounier afin de mettre fin à des conditions de vie indignes et libérer des parcelles destinées à la construction d'une nouvelle école communale.
Le titre 3 a une dimension sécuritaire, puisqu'il renforce le contrôle des armes aux articles 11 et 12 et améliore la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre en facilitant la traversée des bidonvilles à l'article 13. Le titre 4 comprend toute une série de mesures sur les plans économiques, social ou favorisant l'aménagement durable du territoire. L'article 15, chère Christine Bonfanti-Dossat, est particulièrement déterminant puisqu'il habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer la convergence sociale en vue d'une effectivité au plus tard en 2031 avec une trajectoire progressive qui soit soutenable. Il s'agit d'une mesure légitimement attendue par les Mahorais depuis des années et qui permettra enfin, sans trop se payer de mots, d'avancer vers l'égalité réelle. J'ai missionné, je vous le disais, le préfet Bieuville et le général Facon afin qu'ils mènent les concertations indispensables pour avancer. Le rapport annexé vous délivre les premières indications et un rapport sera très prochainement remis au Parlement sur ce sujet en application de l'article 36 de la loi précédente, de la loi d'urgence pour Mayotte. L'article 19, dont le champ a été restreint à la suite de la concertation avec les élus mahorais, facilitera la prise de possession anticipée de terrain pour accélérer la construction des infrastructures essentielles. Et de grâce, je vous le dis, nous avons besoin de cet article, franchement. Le titre 3 a une dimension sécuritaire, puisque... Non, pardon, ça. L'article 22, qui est important pour les sénateurs Foissin et Patient, crée une zone franche globale à Mayotte, suivant l'engagement du Premier ministre. Un chapitre entier est ensuite consacré à l'accompagnement de la jeunesse de Mayotte via, par exemple, la prise en charge par l'ADOM des jeunes Mahorais mineurs à l'article 26, ou la création d'un fonds de soutien au développement des activités périscolaires à l'article 27. Enfin, les articles 28 et 29 favorisent l'attractivité du territoire pour les fonctionnaires en prévoyant une bonification d'ancienneté et une extension de la priorité légale de mutation. Le titre 5, et j'en termine, conforte le statut de collectivité unique de Mayotte, qui prendra le nom de département-région de Mayotte et révise le mode de scrutin afin de prévoir l'élection des conseillers à l'Assemblée de Mayotte à la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription électorale unique composée de 5 sections. L'article 30 est actuellement une habilitation à légiférer par ordonnance. Le gouvernement vous propose en commission des amendements pour inscrire le dispositif, si vous en étiez d'accord, en dur dans la loi. Le titre 6, enfin, prévoit les dispositions transitoires et l'entrée en vigueur. Le projet de loi organique procède, quant à lui, à une série de coordinations afin d'accompagner la modification des dispositions institutionnelles électorales prévues par le projet de loi ordinaire. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, la présentation de ces projets de loi qui constituent une étape déterminante pour engager la refondation de Mayotte. Il est attendu d'ailleurs depuis des années. Il a fait l'objet de travaux de mes collègues ou de mes prédécesseurs, toujours collègues pour certains. Sa présentation aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement pour l'archipel. Nous le devons aux Mahorais qui ont tant de fois rappelé leur attachement à la France. Et je ne doute pas un seul instant que grâce à vos travaux en commission et en séance, nous améliorons ce texte que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Merci de cette confiance, Monsieur le Ministre, et merci de ce propos liminaire qui, somme toute, était assez complet, mais peut-être pas suffisamment pour épuiser les questions de nos rapporteurs, à qui je vais immédiatement passer la parole. Madame Canaillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, effectivement, cet acte 3 concernant Mayotte pose dans son intitulé son ambition, puisque c'est une loi de programmation pour la refondation de Mayotte, et votre feuille de route se décline avant tout dans ce rapport annexé sur lequel nous nous étendrons pas ici ce soir, mais pour lequel nous serons particulièrement vigilants, et vous l'avez dit dans vos propos, sur la déclinaison pluriannuelle des engagements financiers et le suivi de la mise en œuvre de ces engagements pris dans ce rapport annexé. Et ensuite, le texte, vous l'avez dit, contient un certain nombre de réformes plus structurelles. Je voudrais revenir sur un premier article, qui est un des derniers d'ailleurs, qui est l'article 30, sur l'habilitation à légiférer sur la modernisation du statut institutionnel de Mayotte. Vous avez accepté
puisque nous n'aimons pas tellement au Sénat les habilitations, d'inscrire dans le dur ce dispositif, et nous aurions aimé que vous nous présentiez les grands engagements ou les grands traits de votre amendement déposé demain en commission. Monsieur le ministre. Bon, je rappelle, mais vous le savez, que le choix de procéder par ordonnance a été arbitré en réunion interministérielle pour un motif relevant de la légistique. Lors des échanges avec les élus, ce mode opératoire a été évidemment contesté pour des raisons que nous comprenons parfaitement quand cela vient des assemblées. La Direction générale des Outre-mer a travaillé un amendement pour prévoir le retour, je le disais, en dur des dispositions de l'article 30. Dans un souci de transparence, la rédaction initialement envisagée avait été partagée avec les élus mahorais. L'amendement préparé est très dense. C'est pour ça qu'il avait été écarté dans un premier temps par le cabinet du Premier ministre, 22 pages. Il codifie au sein de la CGST les dispositions relatives à la collectivité de Mayotte, définit l'organisation et le fonctionnement de la collectivité, les compétences de ses organes et précise les règles applicables à l'Assemblée de Mayotte. Par exemple, les organes du département-région comprennent l'Assemblée de Mayotte et son président, assisté du Conseil économique, social et environnemental, de la culture et l'éducation de Mayotte. L'amendement consacrera donc le nom, je crois que je l'ai dit, de département-région. Il est prévu d'installer un Conseil économique, social et environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte. Il réaffirme la compétence de Mayotte en matière de coopération régionale, puisque les élus à juste titre nous disaient, si c'est un département-région, il faut qu'il assume toutes les responsabilités, toutes les compétences d'une région. Les amendements qui seront portés sur les articles 32 et 34 permettront leur mise en cohérence avec les modifications apportées sur l'article 30. Voilà, Madame la rapporteure, Madame le rapporteur, très rapidement les éléments de cet amendement qui, vous l'avez compris, est bien plus long, en tout cas bien plus dense. Monsieur Olivier Bitz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je comptais vous interpeller sur deux irritants sur ce projet de loi et sur un sujet de fond. Et je suis ravi que vous nous ayez annoncé lors de vos propos liminaires la disparition de deux irritants sur lesquels nous étions intervenus auprès de votre cabinet la semaine dernière, c'est-à-dire d'abord la communication du rapport interinspection à tous les élus intéressés et d'en faire un élément du débat public, et deuxièmement la question de la piste longue et la réunion du comité de pilotage et des études de la DGAC sur le sujet. Donc merci d'avoir levé, on va dire, ces éléments qui seraient venus sans aucun doute perturber nos débats en commission et en séance. Et donc je garde une interpellation qui pour le coup n'est pas sur un irritant, puisque les rapporteurs que nous sommes soutenons le maintien du titre territorialisé, mais je vous inviterai peut-être, puisque c'est un sujet majeur, évidemment, de débat à Mayotte, avec des positions très largement partagées à Mayotte sur le sujet-là, peut-être de davantage vous exprimer sur les sujets et des raisons qui conduisent le gouvernement à ne pas proposer à la fin de ce titre territorialisé, sachant que nous proposerons en tant que rapporteur un amendement au rapport annexé qui vise, à échéance de 3 ans, à mi-mandat, à faire un point d'étape sur la situation migratoire telle qu'elle sera à ce moment-là et qui nous permettra d'avoir à ce moment, à mi-mandat, à mi-parcours, d'avoir un point précis de la situation migratoire et de savoir effectivement si ce titre très particulier à Mayotte peut être levé ou pas. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. À mon avis, les irritants vont rester dans le débat en séance. Moi, je ne vous cache pas que je pousse les services de l'État et des différents cabinets à la plus grande transparence, notamment dans un travail de confiance avec le Parlement, sur le rapport interinspection, évidemment sur les problématiques de l'aéroport, parce qu'il y a la défiance, il y a la méfiance dans le rapport entre Mayotte, ses institutions et l'État, pour différentes raisons. Je ne vais pas les rappeler, vous les connaissez parfaitement. Donc on a besoin
de mettre sur la table tous les éléments. Et le rapport interinspection a fait un travail remarquable, de très grande qualité, qui est encore en train d'être peaufiné. Et c'est vrai qu'on a besoin également de tous les éléments concernant l'aéroport, parce que passer, c'est un vieux débat, à Mayotte, de petite terre à grande terre, forcément, ça soulève beaucoup de questions. Et l'autre sénateur qui n'est pas là ouvrira évidemment ce débat. Sur la suppression du visa territorialisé, pour quelles raisons le gouvernement n'envisage-t-il pas de revenir sur cette disposition dérogatoire? Vous le savez, et c'est vrai qu'il faut bien le préciser, parce qu'il y a là deux positions frontales entre ce que demandent les Mahorais, dans leur immense majorité, et la position de l'État. L'article L. 441-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance à Mayotte des titres de séjour d'exception qui bloquent leurs détenteurs sur ce territoire du 101e département de notre pays. Ces titres de séjour ne donnent donc pas accès aux autres parties du territoire national et de l'espace Schengen. C'est ça la particularité que vous connaissez parfaitement. Et il faut toujours le rappeler. L'adoption de mesures spécifiques a été nécessaire pour réduire l'attractivité de Mayotte, comme notamment la validité territoriale des titres de séjour délivrés. La possibilité de quitter rapidement l'île pour rejoindre le continent européen, ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte, avec en plus le risque de détournement des procédures, ce qui serait accentuer la pression migratoire locale encore plus élevée. C'est pour ça que nous avons une incompréhension, nous n'arrivons pas à nous convaincre les uns et les autres de par nos positions respectives. Enfin, vous savez que, puisque la possibilité de quitter rapidement l'île pour rejoindre le continent européen, j'aurais pu rajouter pour rejoindre aussi la Réunion. Donc c'est ce débat qui existe. Quelques aménagements existent cependant. Cette limite ne concerne pas l'ensemble des titres de séjour et notamment les cartes de résident. Les étrangers qui seraient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une telle limite peuvent solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen. Enfin, les conjoints, les partenaires liés par un PACS, les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à la charge et les ascendants directs à charge des citoyens français sont eux dispensés de solliciter une autorisation spéciale pour circuler. Voilà pour toutes ces raisons. Est-ce qu'on peut, en effet, dans un temps à définir, et en fonction des évolutions de la reconstruction de Mayotte, et je l'espère malgré tout, de notre relation avec les Comores, dont on a vu à la fois, dont on a vu les limites lors de la réunion de la commission de l'océan Indien à Madagascar. Oui, évidemment, je pense qu'il ne faut pas être enfermé dans une logique. Pour le moment, ça n'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur est très net sur ce sujet-là, mais nous voyons bien qu'il faut en tout cas nous donner les moyens d'évaluation de ce dispositif. Merci, Madame Agnès Canayer. Oui, merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, toujours dans la continuité de ces questions de lutte contre l'immigration à Mayotte et afin de tenir compte de la situation particulière de l'île, l'article 7 a vocation à permettre, au-delà du 1er janvier 2027 et de l'entrée en vigueur de l'interdiction de placement en rétention des mineurs, de pouvoir les placer dans des unités adaptées aux familles avec les enfants en vue de leur éloignement. Donc cette mesure nous paraît évidemment indispensable au regard du contexte mahorais, mais nous avons été alertés sur le fait que le délai très bref de 48 heures fixé par l'article 7 peut parfois être insuffisant pour mettre en place cette mesure d'éloignement, notamment quand il y a des événements imprévisibles, que ce soit des intempéries, des états de la mer. Et nous proposons donc par amendement de prévoir un délai supplémentaire quand ces circonstances se réunissent, de 24 heures pour la mesure de placement. Et nous aimerions savoir quel est le regard du gouvernement sur cette proposition. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame le rapporteur, le gouvernement souscrit à votre objectif de renforcement de la lisibilité sur ce sujet. Vous proposez de permettre la prolongation du placement en unité familiale pour 24 heures lorsque pour
des raisons étrangères à l'admission, le transport est rendu impossible. Il est possible, en effet, que, par exemple, les conditions météorologiques ne permettent pas un retour dans le délai de 48 heures, par exemple en raison de l'état de la mer. Une prorogation du placement est dès lors pleinement pertinente et l'autorité judiciaire en sera immédiatement avertie. Et je veux noter que, de manière générale, la durée de rétention Mayotte est cependant faible, pour ne pas dire extrêmement faible, d'environ 24 heures. La mobilisation de cette prorogation ne devrait advenir qu'à titre exceptionnel. Les conditions énoncées s'en assurent. Pour ce motif, le gouvernement est favorable à cet amendement et l'endosse donc financièrement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Bitz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, autre question d'endossage financier d'amendements proposés par les rapporteurs concernant la centralisation de l'établissement des actes de reconnaissance de paternité à Mamoudzou, qui va créer une charge supplémentaire pour la commune de Mamoudzou, charge qui sera assumée pour l'ensemble du territoire mahorais. Et donc nous envisageons un amendement qui prévoirait une compensation pour la commune de Mamoudzou de cette charge d'état civil supplémentaire et assumée pour l'ensemble de Mayotte. Monsieur le Ministre. Pardon. C'est vrai que dans le cadre de la refondation de Mayotte, les collectivités ont vocation à disposer véritablement des moyens d'exercer leurs compétences. C'est le débat que nous avons avec le Conseil général, le Conseil départemental et les communes. Et c'est pour ça que l'article 3 du projet de loi de refondation de Mayotte a pour objet de centraliser l'enregistrement des reconnaissances de paternité et maternité à Mamoudzou, avec un objectif clair, dissuader les reconnaissances frauduleuses, vous l'avez dit. L'article ainsi se traduira par une baisse du nombre de reconnaissances. En revanche, pour la commune de Mamoudzou, la centralisation de l'enregistrement des reconnaissances de paternité et de maternité a vocation à conduire, elle, une activité supplémentaire pour les services de l'État. Donc, les maires agissant en qualité d'agents de l'État, le droit à la compensation des transferts de compétences ne s'applique pas en l'espèce. Donc, nous allons examiner cet amendement avec intérêt, pour voir comment les choses peuvent s'organiser. Laissez-nous encore un petit temps pour bien organiser les choses. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Canaillet. Madame Canaillet n'a plus de questions. Monsieur Bitz, non. C'est ça. Monsieur Bitz, avez-vous une dernière question? Pas de questions. Madame Bonfanti-Dossat. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de vos propos liminaires. Moi, je suis donc concernée par les articles 15 à 18. Et s'agissant de la convergence sociale dont vous avez parlé tout à l'heure, attendue par les Mahorais, j'aurais voulu savoir quelle est l'intention du gouvernement face à l'extension de l'aide médicale d'État. Et puis, j'aimerais aussi savoir comment vous comptez financer ce chantier de convergence sociale, alors qu'en 2023, le taux d'emploi de l'archipel de Mayotte était à 23%, ce qui représentait seulement 50 000 personnes en activité. S'agissant de l'article 17, qui est un rejet total par les pharmaciens, enfin un rejet, ils disent aussi dans leur grande sagesse qu'il vaut mieux peut-être attendre le recensement de 2026. Ils donnent des raisons pour ce rejet. Ils disent que l'économie pharmaceutique est fragile en ce moment, et ils nous donnent une raison qui m'a interpellée. L'hôpital fournit des médicaments, bien sûr pour ceux qui ne sont pas assurés, mais fournit aussi des médicaments pour les personnes qui sont assurées, car ils ne veulent pas payer le reste à charge. Donc ma question est de dire comment faire pour inciter ces gens-là à fréquenter les pharmacies pour la délivrance de leurs médicaments. Et puis enfin, je ferai remonter une remarque des pharmaciens, des syndicats, qui soulèvent des inquiétudes car ils disent qu'ils n'ont pas été concertés sur ce projet de loi. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour les rassurer?
Monsieur le ministre. Pendant qu'on regarde cette affaire de concertation, de consultation avec les pharmaciens pour que je puisse vous répondre, concernant l'AME, vous le savez qu'il y a une proposition de loi du groupe Lyot, de la députée Estelle Youssoufa, jeudi, je ne me trompe pas, prochain à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est opposé à ce stade. Et votre amendement l'écarte donc. Et nous sommes en accord avec la logique que vous présentez. Sur l'article 17, sur l'incitation à fréquenter les pharmacies, c'est avec le développement de l'offre de soins de ville en général que nous avancerons. Et sur la consultation, on l'a peut-être fait dans le cadre du CESEM et des chambres consulaires, mais peut-être qu'ont-ils été oubliés dans cette concertation. Donc, et dans cet élément, je rajoute, même si ce n'est pas un argument définitif, que l'article 17 a été voulu porter par les élus. Par les élus. Vérifions bien ce point. Je demande à mon équipe pour ce faire. Bon, vous avez évoqué l'autre question qui est plus lourde, qui est celle du chantier de financement. C'est vrai que c'est l'ensemble de l'évolution économique et du taux d'emploi qui doit être sensiblement amélioré pour qu'on puisse accompagner ce changement. C'est pour ça qu'on s'est donné ces 5 années, 2026-2031, avec cet objectif, avec la négociation nécessaire, avec la mise en œuvre des dispositifs, parce que moi, je ne veux pas créer ou pas faire de promesses qui n'ont pas été tenues à d'autres occasions pour pouvoir accompagner le chantier. Mais nous y reviendrons, j'en doute pas, au moment du débat en séance. Merci. Je passe la parole à Monsieur Fouassin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence. Vous avez fait une présentation très, très exhaustive de ce projet de loi. Nous avons en commission finances 6 articles sur lesquels nous nous sommes prononcés de façon favorable, je vous rassure, mais nous sommes inquiets sur l'article 9. L'article 9 qui transfère les compétences régaliennes aux banques pour aller contrôler les titres de séjour. Ça nous a quand même posé problème en commission, mais nous avons quand même validé. Et donc il sera important qu'on puisse suivre ensuite ce que feront les banques et quels seront les résultats des transferts de fonds que font certains passeurs à travers le système bancaire mahorais. Le deuxième point, c'était l'extension des aides-FANG qui nous tenait à cœur et qui est passé, et c'est parfait pour Mayotte. Le troisième point, c'était la piste longue, qui aussi nous a posé problème, parce qu'1,2 milliard, c'est une proposition qui est relativement ancienne. On n'a pas forcément des études très fines sur la construction de nouveaux aéroports, et quid de toutes les infrastructures aéroportuaires périphériques tout autour de l'aéroport. On ne sait pas du tout comment ce sera financé et comment ce sera fait. 1,2 milliard, c'est juste pour la construction de l'aéroport et d'une piste suffisamment longue pour accueillir les gros porteurs. Nous prenons note et nous sommes satisfaits qu'il y ait une commission, un comité de pilotage qui se mette en place pour cette piste longue. C'est important, je pense que les élus mahorais attendent ça depuis longtemps. Et c'est important qu'on puisse programmer aussi toutes ces dépenses de façon annuelle, Monsieur le Ministre. On n'a pas de programmation pluriannuelle de toutes ces dépenses. On a 3,2 milliards, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être débloqués, à quel rythme, à quelle fréquence. Donc là aussi, ce serait important peut-être d'avoir une programmation pluriannuelle de ces dépenses. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, merci pour votre invitation. Merci, Monsieur le Ministre. Il n'y a pas eu de question particulière. Sur l'article 9, la mesure, vous l'avez dit, doit permettre de combattre le travail illégal et l'immigration irrégulière à Mayotte en durcissant les conditions d'argent
d'envoi d'argent à un tiers à l'étranger. C'est un des grands sujets. C'est à partir de là qu'on a pu voir, en effet, aussi les circuits tels qu'ils sont organisés entre Mayotte et les Comores, et en jouant essentiellement. Il s'agit d'une obligation de vérification renforcée et non, de mon point de vue, d'un transfert de compétences. Sur la piste longue, il faut qu'il y ait en effet des éléments de vérification technique, bien sûr, les expertises, et puis aussi sur le plan financier. J'espère que le comité de pilotage et tous les éléments qui sont aujourd'hui adressés aux élus permettront d'avancer. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, lors de la séance des débats de la semaine prochaine, j'espère que nous pourrons donner plus d'éléments sur la pluriannualité des engagements financiers, sur les montants de ces engagements financiers. Je suis extrêmement prudent dans le contexte budgétaire que j'évoquais, au-delà évidemment de ce que chaque projet de loi de finances devra inscrire dans l'engagement. Mais je pense que c'est important, c'est vrai, vous avez raison, qu'au moment de la présentation du texte de loi, il y ait une visibilité non seulement des projets, mais sur leur mise en œuvre et sur les sommes correspondantes au vu des dégâts et les éléments de reconstruction qui sont indispensables pour Mayotte, au-delà même d'ailleurs des effets dramatiques de Chido et au vu des retards que le territoire connaissait avant. Donc ces précisions devront être au fur et à mesure apportées. Merci en tout cas du travail déjà accompli et du soutien apporté. Merci Monsieur le Ministre. Je vais donner successivement la parole à Madame Cukierman puis à Madame Narassiguin. Madame Cukierman. Merci Monsieur le Ministre d'abord pour vos propos. Vous dire peut-être d'abord très simplement que une des questions que je souhaitais vous poser ici, vous y avez déjà répondu, puisque comme mes collègues l'ont noté précédemment, bien évidemment, je m'interrogeais sur la frilosité de ce projet de loi et de la volonté de légiférer par ordonnance sur notamment l'uniformisation d'un certain nombre de règles concernant les collectivités territoriales à l'article 30, là où finalement il y a une volonté d'avancer très très vite, notamment sur les titres 2 et 3, et tout de même vous faire part de cette interrogation, puisque à la lecture de ce texte, il y a quand même le sentiment que on s'occupe en priorité finalement des personnes étrangères et que dans un second temps, on se soucie des citoyens français de Mayotte. Je rappelle quand même que pour plus de 77% d'entre eux, ils vivent sous le seuil de pauvreté et une ambition fixée pour une harmonisation des droits à 2030-2031, alors qu'il y a finalement une urgence et que peut-être un des enseignements d'ailleurs malheureux des suites du cyclone et d'avoir montré, je ne sais pas si c'est au monde entier, mais en tout cas à la France entière, l'extrême précarité de vie de celles et de ceux qui vivent en tout premier lieu sur l'île. Et que je le dis, et donc ce n'est pas forcément vraiment une question, j'ai entendu que en tout cas nous aurions à légiférer, que ce ne sera pas par ordonnance que l'article 30 prendra effet. Ceci étant dit, il me semble qu'il y a quand même un certain décalage dans la capacité à faire vite, je ne jugerai pas sur le bien, mais en tout cas à faire vite au titre 2 et 3 et à faire plus lentement sur les titres 4 et 5, là où personnellement et au nom de mon groupe, je n'oppose pas les deux priorités. Je pense qu'il faut y répondre de manière globale, d'où d'ailleurs la nécessité d'un projet de loi global. Et puis vous dire également que, en tout cas en l'état et pour notre groupe, très certainement, et je viens d'entendre les rapporteurs, donc j'ai cru comprendre qu'il n'y aura pas de grandes modifications. En tout cas, nous nous abstiendrons sur ce texte au regard du débat en séance. Merci. Madame Narassiguin. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour votre présentation très, très complète. J'aurais quelques points. Déjà, dire que
l'ambition de ce projet de loi qui vient après le projet de loi urgence et où vous avez commencé par nous parler des suites de la reconstruction urgence sur Chido, pointe aussi un enjeu assez particulier de ce projet de loi de programmation et de refondation, qui est de savoir quand même faire la distinction entre ce qui continue à relever de la reconstruction en urgence de manière plus conjoncturelle suite au passage du cyclone Chido, et ce qui relève de ce que vous avez déjà soulevé d'ailleurs, l'objectif d'égalité réelle qui existe à Mayotte depuis la départementalisation de Mayotte et qui donc repose sur des problématiques et des enjeux qui sont plus anciens, qui datent déjà de plusieurs années, et où les gouvernements précédents ont parfois peut-être mal mesuré je parle depuis le début, depuis la départementalisation elle-même, mesurer l'ampleur du travail à accomplir, et que les efforts nécessaires sont souvent restés malgré tout insuffisants. Et c'est ce qu'on a pu constater aussi avec l'état finalement le révélateur qu'a été Chido avec le niveau de dévastation. Et donc là, ce que sont les enjeux structurels de refondation pour Mayotte, et donc de penser vraiment le long terme à travers ce projet de loi. Et je veux appuyer ce qu'ont dit les rapporteurs sur la nécessité, dans cette loi de programmation, d'avoir des garanties réelles sur le financement au long cours de ce projet de loi. Parce que là, il n'y a pas de loi de programmation de finances qui est associée à cela. Donc, quelles sont les garanties qu'on va pouvoir avoir? Je ne sais pas si ce sera dans un prochain projet de loi de finances. Comment est-ce qu'on peut avoir ces garanties sur le financement au long cours et sur la nécessité d'un suivi, et notamment par les acteurs locaux et par les élus, qui soient directement associés au suivi de la mise en œuvre de toutes ces mesures. Sur les différents points qui sont dans ce projet de loi, je ne vais pas tout passer en revue, mais simplement m'attarder sur deux sujets en particulier. La question du contrôle des flux migratoires et de l'immigration irrégulière. Je note que ce projet de loi s'obstine à vouloir encore prendre de nouvelles mesures, qui est dans le même état d'esprit que la récente proposition de loi sur la restriction supplémentaire du droit du sol à Mayotte, qui est donc cette idée de limiter l'attractivité de Mayotte par rapport à ces questions migratoires, sans qu'on ait à aucun moment, aucun rapport, aucune statistique qui permette d'étayer, de valider que cette question de l'attractivité présumée de Mayotte à travers le droit des étrangers, à travers le CESEDA, ou le droit de la nationalité, que ce sont véritablement des facteurs d'attractivité. Ça fait maintenant des années que justement les visas territorialisés notamment sont mis en place, et on attend toujours de voir la démonstration que ça a permis de réduire les flux migratoires et en particulier les flux d'immigration irrégulière. Et là, les dispositions qui sont dans ce projet de loi sont des dispositions qui, en particulier sur les parents d'enfants français, qui risquent de précariser la situation d'enfants français, et parce qu'on va précariser la situation de leurs parents, c'est-à-dire rendre plus difficile la régularisation de personnes qui seront probablement ni régularisables ni expulsables. Ça ne va rien résoudre, et ça ne répond pas à la demande qui est la demande unanime, vous le savez, vous l'avez dit, la demande unanime et transpartisane des élus locaux depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la levée de la territorialisation des visas. Et donc, il semble que là, on s'attaque à un problème réel, mais avec, encore une fois, des mauvaises solutions, sachant que... Madame la présidente de la commission a parlé tout à l'heure des accords migratoires. Je pense que
peut-être intéresser l'Europe à la question migratoire à Mayotte, ça ne serait pas une mauvaise chose, monsieur le ministre. On est de plus en plus dans une logique de développer des accords au niveau européen sur les accords de coopération, les accords migratoires, les accords de retour. On sait qu'on a un sujet qui n'est pas uniquement de migration qui vient des Comores, mais aussi maintenant de pays de la Corne de l'Afrique, qui sont des pays avec lesquels nous n'avons pas la même histoire qu'avec celle des Comores, et que par contre d'autres pays en Europe ont une histoire plus longue, plus forte, et donc peut-être justement la déterritorialisation des visas pourrait permettre aussi d'envisager ces questions migratoires de manière différente, avec aussi nos partenaires européens, et peut-être de manière beaucoup plus efficace. L'autre point que je veux aborder, qui n'a rien à voir, c'est la question du foncier. L'article 19 soulève beaucoup de questions et même de réprobation à Mayotte sur ces questions d'expropriation. On peut comprendre la nécessité d'expropriation dans certains cadres pour pouvoir construire les infrastructures nécessaires au développement de Mayotte. Ceci étant dit, il semble que l'État français est déjà propriétaire d'une grande partie d'une proportion importante du foncier à Mayotte, et donc il se pose d'abord la bonne utilisation du foncier qui appartient déjà à l'État français à Mayotte. Et par ailleurs, il semble que pour pouvoir faire accepter à la population mahoraise et aux élus mahorais l'idée de possibilité de faciliter les expropriations, il faut peut-être commencer par travailler sur la régularisation de la propriété foncière, qui est un problème centenaire, plus que centenaire à Mayotte, et qui aujourd'hui pose d'ailleurs beaucoup de questions dans l'urgence post-Chido, puisqu'il y a énormément de Mahorais aujourd'hui qui sont confrontés à un problème avec les assurances, qui sont qu'ils ont payé des assurances qu'ils ne leur ont jamais demandé de titre de propriété pour signer ces contrats, et qui aujourd'hui, alors que leur maison a été complètement détruite, et qui cherchent à obtenir de réparation de la part des assurances, se voient demander des titres de propriété que par définition ils n'ont pas, puisqu'on n'a jamais réglé ce problème. Et donc tant qu'on a une population qui est face à ce type de situation, je pense que ça va être politiquement difficile de leur faire accepter le principe de faciliter les expropriations, quels que soient les objectifs de l'État en matière d'infrastructures à construire. Et puis juste un dernier point sur l'article 30, même si bien sûr je partage aussi la réticence de mes collègues sur le passage par ordonnance. Légiférer par ordonnance n'est jamais très apprécié des parlementaires, mais il y a là tout de même un petit problème de méthode, parce que là on a un amendement, vous l'avez dit, qui est extrêmement long, qu'on a reçu hier, donc c'est compliqué pour la qualité du travail parlementaire pour nous de travailler sur un amendement aussi dense, avec aussi peu de délai, et sachant que l'article 30 aussi indiquait que le but de l'ordonnance, c'était aussi de pouvoir consulter la collectivité et avoir un avis du Conseil d'État. Et donc là, on a un amendement sans avis du Conseil d'État, et donc il y a quand même un petit problème de méthode là-dessus que je voulais souligner. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Beaucoup de choses, Madame la Présidente. Madame la Présidente Cukierman. C'est un texte important qui, évidemment, vient après le premier texte adopté à l'unanimité dit d'urgence, et l'ensemble de l'action déployée déjà par l'État. Moi, je pense que ce texte est équilibré, j'ai essayé de le démontrer tout à l'heure. Il y a évidemment des mesures de lutte contre l'immigration, c'est illégal. C'est un préalable, je l'ai dit depuis le début, il n'y a pas d'obsession particulière, même si dans la discussion avec les élus ou avec les collectifs ou avec les Mahorais sur place, vous voyez bien, si parfois les choses sont plus complexes que cela, que c'est incontestablement un sujet de préoccupation, mais on ne peut pas dire que nous ne portons pas de mesures sociales, et que ce soit dans l'article 1 et l'annexe, et
tout ce que nous rappelons. Après, il faut évidemment le mettre en œuvre en matière d'école, de jeunesse, d'économie et donc de convergence sociale. Le texte porte la convergence sociale tant attendue. Moi, je préfère, je le disais tout à l'heure, bien faire les choses avec le temps nécessaire, en privilégiant, nous l'avions dit, la convergence d'abord du SMIC par rapport à un certain nombre de prestations sociales pour favoriser le travail, sans oublier la remarque qui a été faite tout à l'heure sur le taux d'emploi, et en nous donnant, en tout cas pour les premiers mois, le temps nécessaire de la concertation et du dialogue social. Je pense que Madame la Présidente Cukierman, vous y êtes attachée, mais vraiment pour moi, ce texte de loi, au-delà des affirmations, des articles concernant les questions de sécurité ou d'immigration, c'est le texte de la convergence sociale et de l'objectif difficile, très difficile, mais vers l'égalité. Madame Corinne Narassiguin, j'ai fait la distinction entre les trois phases. Le texte de loi porte une ambition beaucoup plus large que le post-Chido. Et c'est vrai, vous avez raison, nous proposons un texte plus structurel, plus ambitieux, donc. Et sur le financement, pour aller dans votre sens, et les rapporteurs aussi, je me bats pour que l'on puisse être plus précis et le plus complet, le plus vite possible. Et avec des élus, oui, qui doivent être associés. Parce que ce sont il faut maintenant que la perspective soit possible. Dans le domaine de l'eau, on le voit, mais c'est vrai pour les écoles, il faut qu'on soit les plus efficaces possible. Sur l'article 19, je ne reviens pas sur les questions d'immigration. Sur les questions d'immigration, là, ce que je veux peut-être rajouter, puisque vous l'avez souligné, la problématique de lutte contre l'immigration clandestine, elle doit s'apprécier dans sa globalité. C'est pour ça que l'article 2 vise à rendre opposable l'entrée régulière par l'obtention des titres par an d'enfants français. Il augmente le délai de résidence habituel de 3 à 5 ans. Et puis je rappelle que les capacités de surveillance, de détection et d'interception sont en cours de reconstitution et mobilisent des financements très importants, avec un objectif qui est de passer de 25 000 à 35 000 les éloignements. C'est une demande unanime des élus, très fortement portée par les Mahorais, mais je ne porte pas une nuance à ce que je suis en train de dire. Tant que nous n'aurons pas réglé le rapport avec les Comores, la coopération, l'équilibre nécessaire, les rapports de force induits, le développement de ce pays voisin, nous aurons toujours une vraie difficulté qui est liée par ailleurs à une histoire, à une relation particulière entre Mayotte et les Comores, et plus particulièrement en juin. Mais c'est un sujet, et au-delà de ce que peut faire l'État, de fermeté, de rideau de fer, d'éloignement, la proximité même d'Anjouan, quand il fait beau, on voit très bien l'île, oblige vraiment à un autre rapport, à une autre coopération régionale. Et vous l'avez dit, ça vaut aussi pour la côte est de l'Afrique, avec des vrais défis qui vont se poser à toute la région. Sur l'article 19, si vous me permettez, je m'attarde un tout petit peu. Cette disposition vise à accélérer la construction des infrastructures essentielles à Mayotte. Elle tient compte des difficultés d'identification des propriétaires qui peuvent intervenir à Mayotte et permet de prendre possession des terrains dans des conditions permettant de ne pas bloquer les travaux, tout en garantissant bien sûr les droits attachés à la propriété privée. Cette procédure n'est pas une nouveauté car elle est déjà prévue par le Code de l'expropriation pour les travaux intéressant la sécurité nationale et un certain nombre d'infrastructures routières. Elle est élargie à Mayotte à d'autres cas jugés stratégiques pour la reconstruction de l'île. Elle est mise en œuvre de manière très précise et protectrice pour les propriétaires ou les personnes qui pourraient revendiquer la propriété de ces terrains. Cela concerne des projets déclarés d'utilité publique. L'autorisation de prise de possession anticipée interviendrait uniquement en cas de difficulté pour exécuter
les travaux tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains. Elle est autorisée par un décret après avis conforme du Conseil d'État. Le juge peut prononcer une indemnisation spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure. Une indemnité prévisionnelle d'expropriation est versée au propriétaire ou consigné en cas de difficulté pour la verser. Je pense à l'exemple de l'identification non certaine de propriétaires. Cette disposition est valable dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Nous avons donc là une mesure extrêmement encadrée, juridiquement, garantissant les droits des personnes concernées, avec un contrôle du juge intervenant en plusieurs étapes, contrôle de la DUP, contrôle des conditions de la prise de position anticipée, prononcé d'une indemnité spéciale et circonscrite dans le temps. Et je dois souligner que les élus du territoire ont été entendus, à juste titre, dans la proposition qui vous est soumise, les projets pouvant faire l'objet de cette procédure ayant été strictement définis. Et donc nous travaillons sur la régularisation de la propriété foncière pour l'accélérer. C'est l'objet d'ailleurs de l'article 20, travaillé avec la sénatrice Ramia. Donc, la maîtrise du foncier, si on veut changer la nature du territoire, si on veut changer le territoire, le refonder, est un point essentiel. Parce que sinon, on aura un vrai frein pour la réalisation des infrastructures essentielles. On parlait tout à l'heure, monsieur le sénateur, du développement du nouvel aéroport sur Grande Terre. Et c'est vrai pour la troisième retenue collinaire. La phase de maîtrise du foncier va prendre une année. C'est une année perdue pour agir en réponse à la situation de stress hydrique qui existe déjà du territoire. Donc c'est une urgence. C'est pour ça que je ne comprends pas les amendements de suppression de l'article 19. Sur l'article 30, nous avons déposé cet amendement pour répondre à la demande légitime de vos rapporteurs. Merci, monsieur le rapporteur. L'ordonnance serait de facto passée devant le Conseil d'État, car c'est la procédure sur la logistique, et je fais confiance à nos administrations. En tout état de cause, en séance, il y aura bien sûr le travail en séance au Sénat, l'Assemblée, la CMP et en définitive le Conseil constitutionnel. Je comprends votre remarque, mais nous avions voulu aller vite. Nous ne devons pas dévoiler les secrets des réunions interministérielles. Moi, je suis satisfait quand même que le débat ait lieu à la demande des rapporteurs, qui nous prennent les conditions de travail. C'est important, les institutions et la manière dont elles sont et dont elles vont évoluer. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet qui passionne le plus les Mahorais. Enfin, il est dans le texte, c'était une demande importante et vraiment nous avons voulu le maintenir parce que si nous ne faisions pas évoluer les institutions de Mayotte cette fois-ci, je pense que nous n'y arriverions pas plus tard. Donc c'était le moment de le faire sur la base de ce projet de loi. Pardon, j'ai été long, mais... Madame la Présidente, comme les propos sont retenus, juste pour que je précise, je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de mes propos de la part du ministre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de volonté sociale en matière de convergence des droits. J'ai simplement souligné une différence calendaire dans l'effectivité de différents principes abordés entre les différents titres du projet de loi. Voilà, pour le compte-rendu. Voilà. Précision entendue. Merci, Madame Cukierman. Vous n'en avez pas fini pour autant, Monsieur le Ministre, car je crois que Monsieur Olivier Bitz veut reprendre la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en tout cas, un grand merci pour les éléments que vous nous avez apportés ce soir et pour la préparation du débat en séance. Nous aurons encore un certain nombre d'échanges d'ici la semaine prochaine. Mais je souhaitais reprendre la parole sur un autre sujet, une question que j'aurais souhaité vous poser à l'occasion de la réunion de la délégation aux Outre-mer qui était prévue jeudi matin, mais l'agenda du gouvernement y a posé un conseil des ministres et donc nous n'aurons pas l'occasion d'échanger sur d'autres sujets. Or, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup la commission des lois, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'idée, c'est pas de lancer un grand débat, évidemment, sur la Nouvelle-Calédonie, mais simplement peut-être avoir votre lecture de ce qui s'est passé ces dernières semaines, à votre retour, on vous saisit au pied de l'avion, pratiquement, sur votre voilà, sur ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, et puis surtout la grande question, maintenant on fait quoi?
je disais à monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, que je serai présent devant le groupe de contact Nouvelle-Calédonie, autour du président Larcher, dans 8 jours, et puis évidemment disponible pour votre commission, pour la délégation présidée par Micheline Jacques sur ce sujet. Je me suis entretenu avec le président du Sénat aussi il y a ce week-end sur ce sujet. Je ne doute pas que j'aurai à répondre à des questions demain, si j'ai bien compris, à l'Assemblée comme au Sénat, sur la Nouvelle-Calédonie. Bon, d'abord, vous dire que la situation économique et sociale reste préoccupante, très préoccupante, du fait, vous le savez, des destructions occasionnées par les émeutes d'il y a tout juste un an. Ça avait commencé le 13 mai, ça a même commencé la veille. Plus de 2 milliards de dégâts, si on somme les dégâts concernant le secteur public ou le secteur privé, et la machine a du mal à reprendre. Même si, par exemple, tous les dossiers de reconstruction des infrastructures scolaires ou sportives, sur la base d'une enveloppe de 200 millions que vous avez voté dans le cadre du projet de loi de finances, redémarrent et sont plutôt une bonne nouvelle pour le BTP. Mais 15 à 20% du PIB qui a été détruit, un moral des entrepreneurs, des entreprises extrêmement bas, des risques de départ ou de non-reconstruction, de non-investissement. Donc il y a une situation difficile. Et les risques d'implosion, d'explosion, c'est peut-être pas le bon terme, d'implosion sociale, de fait de la situation d'une partie de la jeunesse, des problèmes de logement, des problèmes de SDF qui ont doublé par exemple à Nouméa, de chômage. Chômage partiel va s'arrêter le 30 juin. Donc une situation économique et sociale qui est préoccupante parce que en soi elle représente des éléments de dégradation du climat et comment attirer les investisseurs, je pense notamment au secteur du nickel, dans cette situation d'instabilité politique et il ne peut pas y avoir, c'est pour ça que j'avais parlé d'accord ou de chaos, pas pour faire peur, mais tout simplement parce que c'est cette réalité. L'instabilité politique ne permet pas la reconstruction économique dans de bonnes conditions. Une situation sécuritaire, je vais vite, qui me semble à ce stade maîtrisée, mais évidemment, je suis extrêmement prudent, avec une vingtaine de GM sur place, des forces de la police nationale, des unités d'élite GIGN et RAID sur place, beaucoup d'appels au calme, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'un accident, d'un incident, d'une provocation, donc il faut être extrêmement prudent. Je sens quand même une population qui est inquiète, meurtrie, et qui espérait sans doute un accord pour retrouver de l'espoir, mais qui n'a pas envie, et c'est normal, de reconnaître ce qui s'est passé il y a un an. Sur le plan politique, je pense que les débats que nous avons eus depuis 4 mois, et encore ces derniers jours, ont été utiles. Moi, je suis franc, il y a eu un échec à partir du moment où il n'y a pas un accord. Mais pour autant, je ne vais pas faire toute l'énumération maintenant, mais il y a beaucoup de points de convergence. Même si les points de divergence sont évidemment profonds entre l'aspiration à la souveraineté pleine et la volonté de rester dans la République, dans la France, mais il y a quand même beaucoup de points de convergence sur une loi fondamentale, sur la citoyenneté, sur la composition, le rôle du Congrès ou du gouvernement, etc., etc. Je pense qu'il y a évidemment un point d'accord sur les 6 engagements que j'ai proposés concernant le fait qu'il faut reconstruire la société calédonienne, l'économie, il faut des réformes importantes, institutionnelles et financières et budgétaires. Il faut que la question de la sécurité et de la démocratie soient totalement assurées. Mais il y a des points de convergence. Mais la clé de voûte, comme je l'ai appelée, rend difficile à ce stade un accord et un apaisement durable. Cependant, je vais nuancer ce que je viens de dire. Les discussions continuent
entre partenaires politiques et avec l'État. C'est-à-dire que je suis revenu, on a constaté un échec, au-delà des prises de position qui sont toujours un peu définitives, mais je pense qu'il y a encore de la possibilité pour une marge de discussion. Est-ce que cette marge pourrait aboutir vite à un accord qui permettrait une réforme du corps électoral et un report peut-être, parce que c'est la condition des provinciales? Je ne sais pas. Je veux être franc avec vous. Je vous parle avec franchise ici. Je l'espère. Est-ce qu'il y aura des initiatives qui sont prises pour permettre cela? C'est le rôle du président de la République, c'est le rôle des présidents des assemblées, c'est évidemment mon rôle. On va essayer de se concerter pour voir comment on peut avancer. C'est difficile. C'est difficile parce que les partis politiques sont rentrés dans la perspective des provinciales et s'il n'y a pas d'accord, je vois mal comment on peut ne pas avoir des provinciales comme prévu dans vos débats sur la loi organique avant la fin de l'année. Et une réforme du corps électoral, alors si c'était un accord minimum qui réunissait tous les acteurs, tant mieux. Mais refaire une réforme du corps électoral sans l'accord d'une partie des protagonistes serait prendre des risques que, pour ma part, j'inviterais à ne pas prendre. J'ai mis un texte sur la table qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui me paraît être une base qui doit permettre demain de rapprocher les points de vue. Contrairement à ce qu'on croit, je pense que c'est possible. Et en tout cas, le FLNKS et les organisations indépendantistes étaient là, ont accepté un projet qui n'était pas le leur. Et je ne crois pas que j'ai proposé que la France abandonne la Nouvelle-Calédonie. Je pense avoir proposé un projet, une méthode qui permet au contraire de garder un lien fort entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Car dans le contexte géopolitique international ou dans le contexte financier et politique de notre pays, c'est le moment de créer les conditions d'un lien très fort. Après, le débat est ouvert. Mais j'en termine avec là, parce que je suis trop long. En posant un premier principe, je dis, c'est que nous serons d'accord, même si nous en parlons après avoir examiné un texte de loi sur Mayotte, la situation de la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires ultramarins est profondément différente. Et ce que je crois, moi, c'est qu'on ne réglera pas le problème de la Nouvelle-Calédonie au-delà des questions économiques et sociales. Sans avoir réglé le problème de la fin du processus de décolonisation. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas sorti la Nouvelle-Calédonie du territoire à décoloniser de l'ONU, il restera toujours un défi considérable pour la société calédonienne. Donc, c'est le premier principe. Et le deuxième, c'est quelle est la forme de l'exercice du droit à l'autodétermination. Car certes, il y a eu 3 référendums. Le troisième a laissé un goût d'inachevé. Et de toute façon, il fallait se remettre autour de la table. C'est ce que j'ai réussi ces dernières semaines. Et il ne faut pas perdre ce bien précieux pour éviter la confrontation et les blocages. Donc, et dans mon projet, je réglais les 2 problèmes que je viens d'évoquer. Je crois que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas faire des référendums sans les Kanaks ou sans les indépendantistes et qu'on ne peut pas réformer le corps électoral contre les Kanaks ou contre les indépendantistes. Mais on ne peut pas envisager l'avenir non plus sans tous les Calédoniens. Donc le chemin est étroit et donc je résume les choses. À partir de là, est-ce qu'il y a encore une possibilité de discuter tout le temps? Oui, bien sûr, mais de faire évoluer les choses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je pense que ce n'est pas totalement fermé. On va essayer, ce qui permettrait quand même de régler beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait passer à un accord plus large? Je le souhaite. Ça va être difficile. Mais il le faudrait, parce que les échéances viennent vite après. Provinciales, municipales, présidentielles, législatives. Donc, si on voulait avoir un statut définitif ou quasi définitif, parce que de toute façon, nous n'avons jamais proposé de le faire en 6 mois, il faut plusieurs années pour ce faire, il faudrait mieux que ça démarre maintenant. Donc je compte sur la sagesse du Sénat
et de son président pour nous aider à avancer sur ce dossier. Nous allons donc conclure sur ces paroles positives, Monsieur le Ministre. Je vous remercie de votre venue, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame la Présidente. La réunion est donc levée.